Le Mali, c'est 26 millions d'habitants. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, on reçoit des dizaines, des centaines de vidéos postées sur Internet avec le gouvernement qui se fait attaquer. Le gouvernement qui se fait attaquer sur des positions militaires, qui se fait attaquer sur des positions citoyennes, des bombes qui pètent, des mitraillettes qui sont tirées. C'est d'un seul coup la guerre. Des terroristes qui manipulent des armes lourdes et qui tirent en direction de positions militaires maliennes. Des troupes paramilitaires russes qui se battent contre des terroristes en plein milieu du désert. Le territoire qui a l'air de se faire attaquer à plusieurs endroits majeurs, de villes majeures, en simultané. Je tiens à préciser tout de suite que dans cette vidéo, je vais pas vous en montrer beaucoup des vidéos. Parce que là, il faudrait que je censure littéralement de A à Z tout ce que je dois vous montrer. On parle d'explosifs, de canons lourds, de cannibalisme, j'avais pas envie de voir tout ça. Ce qui a l'air d'être certain en tout cas, c'est qu'on n'est pas en train de voir sous nos yeux s'établir une attaque terroriste de grande ampleur. Mais peut-être la chute carrément d'un gouvernement. Un gouvernement militaire certes, mais un pays tout entier. Et ça en temps réel. Samedi matin, aux alentours de Kati, les gens vont expliquer qu'ils vont commencer à entendre des tirs et des explosions pas loin de chez eux. Et c'est là-bas qu'il y a la base militaire principale du pays, et c'est aussi à seulement 15-20 km de la capitale. Et c'est aussi le même endroit où le général Goïta a sa résidence privée. Dans les mêmes heures, des tirs vont être entendus aux alentours de l'aéroport international de Bamako, puis un peu plus haut à Gao, et encore un peu plus haut à Sévaré, et ça va s'enchaîner comme ça, Kidal, Bourem, Mopti. En clair, on va se retrouver avec plusieurs endroits différents du pays qui vont en simultané ou presque se faire attaquer. Des témoins vont aller dire à Al Jazeera qu'ils ont vu des soldats paramilitaires russes se battre aux alentours de l'aéroport international de Bamako, là où en vérité il y a un de leurs quartiers général. On va revenir sur ces troupes après. Il semblerait aussi qu'à Kati, une énorme explosion va être entendue près du domicile du ministre de la Défense. Puis ensuite, c'est des vidéos qui vont apparaître sur Internet, qui vont être postées par les groupes armés ennemis au gouvernement malien. Vidéos dans lesquelles ils vont expliquer qu'ils ont pris le pouvoir maintenant, et de Kidal et de Gao. Faut savoir que depuis le début, je vous parle d'une zone qui est présente dans le Sahel et qui malheureusement connaît depuis déjà très longtemps ce phénomène d'attaque terroriste. C'est pas du tout la première fois qu'ils vivent ça. Et d'après les statistiques mondiales d'ailleurs, c'est l'épicentre mondial de tous les départs de réseaux terroristes. Et on estime que plus de la moitié des personnes décédées suite à une attaque terroriste dans le monde entier, ça a été lancé de là-bas. Donc c'est triste à dire, mais c'est pas du tout la première fois que là-bas, il se passe ce genre de situation. Et pourtant, vous le voyez pas tous les jours dans les news. Mais là où c'est extrêmement particulier, là où c'est peut-être une première, c'est de voir une attaque coordonnée à grande échelle et d'avoir plusieurs points en simultané ou quasiment qui se font attaquer de cette manière. La situation qu'on a l'habitude de voir normalement, c'est quand une position sur le pays va se faire frapper par exemple des terroristes, le gouvernement, l'armée du pays a le temps de réagir, de se rendre sur place, de régler la situation et malheureusement, c'est un jour presque comme un autre, j'ai envie de dire, et la vie continue. Mais là, avec une attaque coordonnée de si grande ampleur, le gouvernement n'a apparemment pas pu réagir de la bonne manière. En tout cas, il a presque eu les mains liées, parce qu'il a dû déjà premièrement comprendre ce qu'il se passait, pourquoi, par qui, et séparer sa force pour qu'elle puisse réagir à tous ces endroits en même temps. Faut piger que là, ce qui est en train de se dérouler ce week-end, c'est sur un territoire qui est 2 fois plus grand que la France. Il faut aussi le comprendre. Et parmi les endroits qui ont été frappés, il y en a certains qui ont quand même un sens tout particulier. Gao par exemple, qui est l'épicentre des décisions et de là où l'armée du gouvernement est située. Et Kidal, c'est un endroit qui a été récupéré il y a à peine quelques années par le gouvernement et en collaboration aussi avec les troupes paramilitaires russes sur place. Et autant vous dire que dans les récits officiels, pour expliquer que c'était important et que ça payait d'être main dans la main avec la Russie, parler de Kidal, à chaque fois, ça avait toute son importance. Oui, regardez, on a une grande victoire grâce à notre collaboration avec les Russes sur place. Et là, ça a été perdu. Et c'est un récit qui est aussi souvent utilisé pour démontrer que tout va bien depuis que la France s'est fait expulser du territoire et que la Russie a plus ou moins pris leur place. Maintenant, on a besoin de personne d'autre. Ou peut-être pas au final. Alors depuis le début, j'utilise le terme terroriste parce que c'est celui qui est utilisé dans la majorité des médias, mais je pense qu'il est nécessaire que je vous fasse une meilleure description quand même. Comme ça, vous allez vous-même vous faire votre propre avis. On a d'un côté un des groupes qui va être les JNIM. C'est un groupe qui a été formé en 2017 et qui va en fait être la fusion, l'union de 4 plus petits groupes djihadistes de l'époque. Et si on tape le nom sur internet, qu'on regarde un petit peu les articles qui parlent aussi de ce groupe, la chose qu'on va revoir le plus souvent, c'est qu'il semblerait qu'il soit directement affilié avec Al-Qaïda et soit un petit peu la branche africaine d'Al-Qaïda. Et le deuxième groupe qui semblerait avoir participé
à cette attaque, c'est le FLA, le Front de Libération Azawad. Et on parle d'un groupe qui, lui, depuis plusieurs années déjà, très longtemps en vérité, a envie de récupérer tout simplement le territoire qu'il appelle Azawad. Et c'est une très grande zone au nord du pays. Et ce qui est important de noter et de comprendre, c'est que le FLA, pour le coup, eux, ils sont pas du tout djihadistes. Donc normalement, si on regarde ces deux groupes comme ça, c'est difficile de comprendre pourquoi les deux ont l'air de travailler main dans la main. Et ils ont pas forcément les mêmes envies finales. Ça va même plus loin parce que ces deux groupes se sont déjà tapés dessus, les uns contre les autres, il y a à peine quelques années. Et pourtant là, on voit partout dans la presse qu'ils travaillent ensemble pour faire une attaque de grande envergure sur le pays. Mais comment c'est possible et pourquoi? D'après certains experts, d'après certains chercheurs, pour qui le tâche c'est uniquement d'analyser cette situation depuis plus de 10 piges, l'idée c'est que ces deux groupes, ils ont décidé de travailler ensemble pour la raison la plus vieille du monde, c'est qu'ils partagent un ennemi commun. Et ça, c'est la junte malienne. La junte, c'est quand un gouvernement va subir un coup d'État et qu'après il est dirigé par une armée, par des gens qui sont issus de l'armée. Et donc ce gouvernement mis en place un petit peu militaire, on appelle ça une junte. Et ces deux groupes sont pas du tout potes et leurs intérêts ne s'alignent pas du tout avec la junte actuelle du pays. Le pire dans tout ça, c'est que d'autres sources sont en train d'apporter l'idée comme quoi un troisième groupe hostile au pays a profité de cette situation pour lui-même attaquer à un autre endroit du pays. El Sahel, qui pour le coup n'est pas ami avec les deux dont on a parlé juste avant, mais a vu que c'était un petit peu le chaos partout et s'est dit pourquoi pas, c'est peut-être le bon week-end pour nous aussi sortir nos armes à feu et les utiliser un peu. Et en vérité, c'est peut-être actuellement le pire moment pour le pays de se faire attaquer, surtout avec leurs alliés sur place, le groupe paramilitaire russe, qui est affaibli plus que jamais, avec la guerre en Ukraine qui ne cesse de se prolonger. Les troupes russes sur place, apparemment, seraient en train de subir des rotations où les gens doivent s'échanger avec d'autres soldats qui partent au front ukrainien, puis ensuite reviennent sur le territoire d'Afrique pour défendre la base et les environs, puis ensuite repartir sur le front. Ça a l'air d'être un enfer à gérer d'un point de vue logistique, des soldats qui sont de base très fatigués, et c'est peut-être aussi à cause de ça qu'on a vu les troupes russes quitter leur poste et laisser le pays se défendre apparemment un peu de lui-même, après évidemment avoir quand même combattu, et l'armée du pays elle-même, l'armée du Mali, qui bien évidemment est en train de faire le taf qu'elle peut faire, et sur place et met sa vie en jeu. Ces rotations aussi, elles réduisent énormément les membres de l'Africa Corp, les Russes sur place, donc moins de soldats pour défendre, des soldats plus fatigués que d'habitude, et du coup il semblerait auraient négocié leur retrait sans se faire tirer dessus, en laissant les troupes de l'armée officielle sur place, sans l'aide de la Russie. Mais bon, je suppose que beaucoup de personnes ici ne sont pas du tout au courant de la situation, même du continent entier, et peut-être comprennent pas pourquoi je parle de Russie, pourquoi je parle de Mali, pourquoi je parle de groupes djihadistes, c'est quoi cette histoire-là? Je vais revenir depuis le début, pas trop le début non plus. Mais il y a bien une raison pourquoi là, en seulement quelques jours, il y a le ministre de la Défense qui va être attaqué et être assassiné, des dizaines de villes, des territoires, des régions entières qui vont se faire attaquer. Et pourquoi il y a la Russie sur place? Bon, à la base, le partenaire principal du Mali en termes de sécurité, c'était nous, la France. La France, elle avait encore une présence au Mali, même après la déclaration de l'indépendance du pays. Et ce qui se passait, même après l'indépendance, c'est qu'on les entraînait, on les formait à se défendre, et on leur filait aussi des armes. Alors quand je dis des termes comme filer, entraîner, comme ça, je vous fais pas un exposé total, hein. Je vous parle pas de ce que ça leur a coûté, je vous parle pas de ce que ça a pu rapporter peut-être à la France, je suis en train d'expliquer la situation généralement. Et le Mali, le plus gros souci qu'il avait jusque-là, le groupe avec lequel il avait le plus de problèmes, c'était les Touaregs. Les Touaregs qui sont au nord du Mali. On parle d'une population d'environ 4 millions de personnes. Déjà, les Touaregs, ils ont jamais accepté le colonialisme. Ils se sont battus contre ça, et aussi beaucoup de soulèvements qui ont eu lieu, plusieurs fois, qui a causé beaucoup de morts. Je parle de soulèvements anti-français là. Et quand les Français, ils ont divisé leur possession coloniale, leur territoire, en plusieurs petits bouts, on connaît tous l'histoire, les Touaregs, ils ont pas eu leur territoire. Donc forcément, ça a pas dû leur donner beaucoup envie de faire la paix par la suite. En 62 et en 90, il y a eu 2 grandes rébellions Touaregs, qui étaient quand même assez massives, mais le gouvernement malien a pu les gérer tout seul. Et il a pas demandé d'aide à quelqu'un d'autre que lui-même. Il a pas eu besoin de demander de l'aide à la France par exemple, ou à qui que ce soit d'autre. Mais en 2012, les choses se sont pas passées de la même manière. Il va y avoir une énorme déstabilisation de toute la région avec l'effondrement de Kadhafi en Libye. Et donc à ce moment-là, les Touaregs vont s'allier avec un autre groupe qui est le mouvement de libération du territoire d'Azawad. Et ensuite, ces mêmes personnes vont s'allier avec plusieurs groupes différents djihadistes qui aussi n'étaient pas en accord avec le gouvernement malien. Et donc là, la menace, elle était tellement grande, c'était tellement chaud pour eux à gérer, que le Mali a officiellement demandé de l'aide à la France en disant
bon, la France, vous pouvez revenir là, il faut nous débarrasser de ça, on peut pas gérer. Et du coup, en 2013, la France arrive avec l'opération Serval. Autant vous dire que c'est un des autres moments de l'histoire où personne n'a remis en question la puissance de l'armée française. Parce que là, on parle d'une efficacité imbattable. En seulement quelques semaines et avec un tout petit nombre de troupes, la France a sécurisé tout ce que le Mali demandait. Ça s'est passé comme ça, il semblerait. Il y avait même Al Jazeera qui a mené une grande enquête à l'époque sur place. Il va interroger les Maliens à Bamako et 96% des Maliens à Bamako sont satisfaits et reconnaissants de l'intervention de la France au Mali. La France, elle a débarqué comme des rois, quoi. Mais bon, la France, une fois qu'elle voit la situation, qu'elle a sûrement les rapports des soldats qui ont été sur place, qui ont intervenu, il semblerait que on se soit dit, ouais, ça craint un peu quand même pour le futur. Hein. C'est possible que ça soit de pire en pire. Donc ils vont lancer une seconde opération avec plus de 3000 soldats français, et qui va pour le coup pas très bien marcher. Le but c'était, il semblerait d'éradiquer le djihadisme dans le Sahel, mais les résultats ils étaient pas probants. C'était pas ouf. Et d'ailleurs, on va voir qu'après la seconde intervention de la France, la situation s'est même empirée, avec ces violences djihadistes qui vont, s'écouler sur d'autres pays très proches, jusqu'en Côte d'Ivoire par exemple. Et puis là, de 2020 à 2023, ça va être un enchaînement de coups d'état militaires sur presque tous les pays du continent. Avec souvent un discours qui va revenir, accuser la France de néocolonialisme, et leur demander de retirer toutes leurs troupes. Et du coup, la France va retirer ses troupes. Le Mali, qui à ce moment-là va se dire qu'ils ont quand même besoin d'autres personnes sur place pour les aider à défendre leur territoire, va remplacer la France par la Russie. Et même si au début on a l'impression que tout se passe bien, il y a vraiment de moins en moins de morts causées par des attaques terroristes et autres situations qui pourraient s'y raccrocher, la Russie elle envoie pas assez de soldats au final. Elle envoie pas assez de soldats donc ça leur permet pas de réellement sécuriser de grandes régions, de grandes parties du territoire. Il va y avoir quand même une grande victoire dans une ville qui a été récupérée par les groupes terroristes il y a quelques jours maintenant. Il y en a aussi d'autres situations qui ont vu le jour, qui ont vraiment remis en question l'utilité ou non d'avoir les troupes russes sur place, comme l'année dernière. Jnim par exemple qui avait imposé un blocus de carburant à Bamako. Ça a été une vraie catastrophe sur place. Le Mali il a vraiment besoin de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée, pour simplement récupérer déjà du carburant. Alors si des blocus se mettent en place, c'est foutu pour eux. Alors là, pour les personnes qui ne sont pas issues de ces régions et qui voient cette vidéo, je suppose que vous avez vu encore aucun problème dans ce que j'ai dit jusque-là. Bon, il faut comprendre que les gens sur place, ils sont plutôt chauvins. C'est des gens qui ont la nation dans leur cœur, et rien que le fait d'avoir dit que le Mali a besoin de certains autres pays, de ses voisins, pour importer ne serait-ce que du carburant, je vais probablement avoir des gens fous de rage dans les commentaires qui vont m'indiquer que je suis ci ou ça. Les gars, c'est un vrai problème de pas avouer les faiblesses de son pays. Et sur ma chaîne, je fais que montrer du doigt et pointer du doigt les soucis qu'il y a, ne serait-ce que dans l'Europe tout entière, ou même dans mon propre pays, qui est la France. Donc là, faut avouer que quand des blocus sont mis en place autour de votre pays, c'est vraiment la... On a des vidéos ensuite qui vont arriver et qui vont montrer les troupes russes quitter leur base sans se faire tirer dessus par les groupes ennemis. Mais quitter leur base tout seul, sans l'armée malienne. Et c'est là où évidemment tout le monde va essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc les troupes russes auraient négocié leur retrait sans se faire tirer dessus. Et en échange, elles n'attaquaient pas non plus les groupes ennemis en se barrant. Mais ça concerne que les troupes russes, pas les troupes maliennes. Et il est évident que si le JNIM il a fait ça, c'est pour créer des désaccords et la discorde entre le Mali et la Russie. Parce qu'évidemment maintenant, ils ont besoin de s'expliquer entre eux. Maintenant, l'Africa Corps, de leur côté, le groupe paramilitaire russe qui était présent au Mali et qui est en train, il semblerait maintenant de partir, il a donné sa version des faits, et elle est quand même plutôt différente de tout ce qu'on peut trouver dans les journaux. Déjà, ils vont dire qu'ils se sont fait attaquer par plus de 10 à 12 000 soldats d'un seul coup, des soldats qui auraient été entraînés et même eu au sein de leur rang des soldats étrangers européens, qu'ils ont pu en tuer des centaines, qu'ils ont pu protéger comme il le fallait, tels des soldats valeureux, sans partir, en gardant position. Alors, c'est leur déclaration, mais il n'y a aucune preuve. Hein, voilà. C'est simplement leur déclaration. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a personne d'autre qu'eux qui dit ça. Il y a d'autres chiffres aussi qui ne coïncident pas forcément. Le groupe paramilitaire russe va indiquer qu'ils ont tué plus de 1000 ennemis, alors que le chef d'état-major de l'armée malienne, lui, va indiquer qu'il y a 200 ennemis qui ont succombé. Ça n'a pas de sens. Il y a aussi un autre grand journal russe en parallèle qui a sorti un article qui annonce d'autres chiffres en disant qu'il y a seulement 100 ennemis qui ont été tués. Voilà, on sait très bien, la désinformation et les stats au jugé comme ça, c'est tout le temps balancé dans tout type de conflit, donc fallait s'y attendre. Il y a aussi autre chose qui fait extrêmement peur le pays, par exemple Bamako qui lui flippe de se taper un autre blocus et de vivre la même chose qu'il y a un an. Une situation terrible, je le rappelle. D'habitude, je donne beaucoup mon avis sur ce genre de situation et j'aime bien aussi faire des calls, essayer de prédire le futur. Cette fois-ci, j'y touche même pas avec des baguettes à cette situation, en tout cas, je vous dirai pas ce que j'en pense et je vous dirai pas ce que je suis
suppose va arriver dans le futur, pour plusieurs raisons. Et là, ce que je vais vous dire, c'est en vérité aussi important que tout le reste de la vidéo. C'est super important pour moi de le communiquer. Déjà, premièrement, comme vous avez pu le voir, c'est une première sur la chaîne. Je vous ai quasi rien montré en termes de vidéos. Et ça, c'est parce que c'est déjà difficile de trouver des vidéos, ne serait-ce qu'une vidéo ou deux, que YouTube m'autorisera à poster. C'est délirant. Mais surtout, j'ai pu voir que les gens qui se sentent concernés par ce conflit, pour la plupart, moi, me terrifient personnellement. Il y a des vidéos sur Twitter, Facebook, qui vont être postées, où on va voir des scènes qui sont lancées par les groupes terroristes. Je parle de vidéos qui font 5 millions de vues, qui font 13, 15 millions de vues, et où en dessous, c'est plus de 10 000 commentaires de Français, ou en tout cas de francophones, qui sont de leur côté. J'ai pu scroll pendant plus d'une heure, et voir des milliers de francophones, et probablement aussi des milliers de Français simplement, écrire des dingueries comme « À quand la France ? J'espère que ça pourra bientôt arriver en France. » Quand je vois ça, moi je vous le dis, j'ai peur. Je veux même pas donner mon avis, c'est trop flippant. De savoir qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de francophones, de Français qui demandent qu'une seule chose, c'est que des groupes djihadistes débarquent sur le territoire français pour y instaurer ce qu'ils ont envie d'y instaurer. Je suis très content d'être parti, je vous le dis là, je suis extrêmement satisfait de ma décision pour le coup. Bon, cela dit, je peux quand même être honnête avec vous, c'est pas mon territoire, je suis pas assez concerné pour vraiment avoir un avis très solide sur la situation. Tout ce que je vois, c'est qu'encore une fois, il y a plein de gens qui tombent, alors qu'ils ont rien demandé du tout. Mais bon, voilà, fallait que je dise. Si cette fois-ci beaucoup de personnes sont déçues que je fasse pas tout un long monologue en expliquant ma position, ma réflexion, ce que j'envisage pour le futur, ouais, j'ai pas envie. Et j'en profite aussi pour vous dire que là, si j'ai pas sorti de vidéo pendant 10 jours, c'est parce que YouTube a pas aimé la dernière vidéo que j'ai postée et m'a mis une petite étiquette bizarre qui m'a un peu empêché de poster jusqu'à maintenant. Enfin bref, voilà, passons. C'était Théo, abonne-toi, à demain.